Bienvenue dans Indides, le podcast qui transforme ton business en une marque mémorable. Ici, seul ou avec mes invités, je te donne des conseils et astuces concrets en design et en stratégie pour développer ton business et valoriser son image de marque. Je suis Inde, graphiste et stratégiste. Je crée pour les entrepreneurs une identité visuelle unique à leur image et je les accompagne aussi pour leur apprendre à créer et utiliser leur image de marque sur Instagram pour sortir du lot et attirer les bons clients. Mets-toi à l'aise, c'est parti. Hello, je suis heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler d'identité visuelle. Pourquoi est-ce qu'il est important et même indispensable de travailler l'identité visuelle de son business? Pourquoi et comment est-ce que l'identité visuelle pourrait t'attirer des clients et même les bons clients, ceux qui te ressemblent, avec qui tu aimerais travailler, ceux qu'on appelle le client de cœur ou le client idéal? Une entreprise ne pourra pas se développer sans une bonne identité visuelle. En fait, elle ne pourra même pas exister puisqu'elle sera invisible, on ne le remarquera pas. En fait, ton identité visuelle donne une multitude d'informations à ton audience. Seulement en choisissant une typo plutôt qu'une autre ou une couleur plutôt qu'une autre, tu transmets sans le vouloir des informations qui sont extrêmement importantes puisque ta cible va interpréter ces informations et pareil, automatiquement, naturellement, sans s'en rendre compte, sans le savoir, elle va comprendre si tu t'adresses à elle ou non. Pourquoi? Eh bien parce que les couleurs, elles transmettent des valeurs et des émotions. Et c'est pareil pour les typos, les formes, tout ce que tu montres. Imagine-toi, tu as envie ce soir d'aller changer d'air, passer un bon moment et donc d'aller dans un restaurant, bien manger et te sentir bien. Tu connais ton propre style, tu sais un peu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et aussi tu sais quel budget tu vas dépenser ce soir. Tu vas à l'avenue où il y a beaucoup de restaurants et tu marches, tu te balades et tu regardes lequel va t'inspirer le plus confiance. Évidemment, tu vas te baser sur ce que t'inspire la vitrine du restaurant. Sans même regarder le menu et le contenu dedans, sans même rentrer dans le restaurant, tu vas savoir si c'est un restaurant haut de gamme, bas de gamme, s'il est propre, s'il fait des bons produits, si t'inspire confiance ou pas. Tu vas sentir si ça te donne envie d'en savoir plus et rentrer ou même pas. Ton identité visuelle, c'est ta vitrine. Si elle est bien réfléchie, elle attire à toi des clients qui vont être en accord avec ton message, le message que transmet ton univers visuel. Ils vont se reconnaître et vont même être en adéquation avec ton positionnement et tes prix. Ton image est alignée à ton positionnement et à ta cible, ton message est clair, tu gagnes du temps dans la création de tes contenus, puisque tu as une direction artistique déjà claire, tu gagnes en crédibilité avec un univers donc cohérent et professionnel, tu gagnes de l'argent puisque tu attires les bons clients, tu gagnes en expérience client puisque tout se passera bien. Dans le cas contraire, quand on n'a pas vraiment réfléchi comme il se doit lors de la création de notre identité visuelle, on s'éparpille. On est dans le flou et on risque de ne pas nous adresser à notre cible précisément. Donc on va manquer de cohérence et on va parfois donner des informations qui sont contradictoires. Il faut savoir que ton audience, elle ne va pas comprendre, elle ne va pas percevoir la valeur de tes services s'il y a un décalage entre l'image que tu souhaites transmettre et celle qu'elle perçoit. 100% des marques qui ont percé ont travaillé leur identité visuelle. Et travailler son identité visuelle demande de respecter certaines règles. Il ne suffit pas d'aller de soi, de ses propres goûts. Parce que si tu pars de tes propres goûts, et c'est souvent l'erreur que font les entreprises qui se lancent, ils choisissent les couleurs qui leur plaisent. Le souci, c'est qu'on n'est pas forcément notre client idéal. Si on l'est, ça peut marcher, mais si on ne l'est pas, il y aura un problème. Ton identité visuelle, si elle est bidouillée et tu proposes tes offres à 3 000 €, il va y avoir une incohérence et il n'y aura pas de conversion. Tu as besoin de ton identité visuelle partout, dans ta stratégie de contenu, quand tu crées tes visuels, dans ta stratégie de communication, sur ton site web, sur ton blog, sur ton podcast, là où tu débarques, tu arrives avec tes éléments graphiques qui vont t'identifier. Bref, tu l'as compris, ton entreprise a besoin d'une identité visuelle pour exister et d'une efficace pour se développer. Je vais te donner ici mes 7 conseils pour créer une identité visuelle qui a du sens pour toi et qui parle à ton client idéal. Mais avant, je te propose un test. Je vais te poser 5 questions et si tu as plus de réponses négatives que positives, c'est qu'il est temps pour toi de travailler ton identité visuelle. Première question. Est-ce que tu as souvent envie de changer ta communication, les couleurs de ton feed ou tes typos? Deuxième question. Est-ce que tu n'arrives pas à attirer les clients que tu souhaites et tu attires plutôt des clients qui ne te correspondent pas? Troisième question. Est-ce que tu as du mal à te démarquer de tes concurrents? Tu as l'impression que ton univers est commun et tu n'as pas d'ambiance précise. Tu n'es donc pas reconnaissable. Quatrième question.
Est-ce que tu te sens mal à l'aise quand tu veux communiquer autour de ta marque? Tu n'oses pas et du coup tu communiques peu ou peut-être même pas du tout. Et enfin, dernière question, est-ce que tu arrives à te créer des beaux visuels assez facilement et rapidement? Si tu as plus de réponses négatives que positives, c'est qu'il est temps pour toi de travailler ton identité visuelle. On peut travailler ensemble si tu souhaites. Je peux créer pour toi une identité visuelle unique, alignée à tes valeurs et porteuse de sens, soit dans le cadre d'un accompagnement, t'apprendre à créer ton identité visuelle toi-même et à l'utiliser correctement dans ta communication sur Instagram. Passons maintenant aux conseils pratiques. Voici les 7 piliers pour travailler ou améliorer ton identité visuelle. Le premier pilier est ta stratégie de marque. On ne se jette pas dans la création d'une identité visuelle sans avoir en amont travaillé ses fondations, c'est-à-dire quel style, quel univers, quelle ambiance, quelle personnalité tu veux donner à ta marque. Quelle valeur défend ta marque? Quelle émotion tu veux véhiculer? Quel message tu veux transmettre? Et aussi à qui tu t'adresses? Tout ça, ce sont des questions vraiment indispensables à se poser avant de se lancer dans la création de son identité visuelle. C'est des réponses à ces questions-là que vont découler tes choix par la suite. Le deuxième pilier, je dirais le mood board. C'est le premier pas dans ta création. Il te permettra d'avoir une ligne directrice pour créer un univers cohérent, une ambiance qui est unique, qui te ressemble et qui reflète ta personnalité de marque. Si tu veux en savoir plus sur le mood board, tu peux écouter l'épisode 5, comment choisir ses couleurs de marque. Je te donne dedans les détails sur comment créer un mood board. Le troisième pilier, c'est les couleurs. Alors, une fois que tu as créé ton mood board, tu sais déjà quel style tu veux, quelle ambiance tu veux donner à ta marque. Le choix des couleurs va suivre la même ligne directrice. Les couleurs sont l'élément représentatif de ta marque qu'on voit en premier et qu'on mémorise le plus. Les couleurs transmettent les valeurs de ta marque. Elles véhiculent l'énergie, l'ambiance que tu souhaites lui donner. Pour choisir tes couleurs, tu devras te concentrer sur 3 points. Le premier, c'est ta personnalité de marque. Et pour ça, je te conseille de travailler avec l'outil des archétypes. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Son archétype est l'innocent. Une personnalité optimiste, positive et même parfois naïve, qui aspire au bonheur pour elle et pour les autres. Le deuxième point, c'est la psychologie et le sens des couleurs. Chaque couleur transmet une émotion, une valeur. Les couleurs de Coca-Cola sont le rouge et le blanc. Le rouge est synonyme de passion, d'enthousiasme, d'amour, d'excitation. En plus d'attirer l'attention, le rouge stimule l'appétit et la soif. Le blanc transmet des valeurs d'innocence, de pureté, de bonté, de paix. Ce sont des valeurs à l'image de Coca-Cola, une marque grand public qui inspire confiance, qui diffuse la joie et qui met en avant des moments de partage en famille. Le troisième point est ton client à qui tu t'adresses. Il faut absolument que tes couleurs lui parlent, que tes couleurs, elles l'attirent, elles le séduisent. Et enfin, tu donneras un rôle et une hiérarchie à chacune de tes couleurs. Ta couleur principale est la couleur que tu vas utiliser le plus. Elle correspond à la valeur principale de ta marque. La secondaire est aussi la deuxième couleur la plus utilisée et vient compléter ta couleur principale. Elle peut être une couleur analogue, c'est-à-dire qu'elle est composée de la même couleur primaire que la couleur principale que tu as choisie, ou bien une couleur monochromatique, c'est-à-dire que c'est une nuance de la couleur principale. La troisième couleur est la couleur accent. Elle se démarque de l'ambiance générale. Elle vient en contraste et mettre l'accent sur un élément comme ton bouton d'appel à l'action ou un lien sur ton blog. La quatrième et cinquième couleur sont généralement des couleurs neutres qui sont très claires ou très foncées qui viennent servir pour le fond ou pour le texte. Si tu veux en savoir plus, tu peux écouter l'épisode 5 dédié à comment choisir les couleurs de sa marque. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. On arrive au quatrième pilier qui est les typographies. Tes typographies, appelées aussi polices de caractère, vont aussi insuffler une personnalité à ta marque et renforcer ses valeurs. Ils transmettent ton message mais véhiculent aussi des émotions, comme les couleurs. Ils transmettent donc à la fois un message et une émotion. Pour choisir tes typographies, je te conseille de regarder ce qui se passe dans ton secteur d'activité. Quels sont les codes, quels sont les choix de tes concurrents. Pas pour les copier évidemment, mais pour avoir une idée sur l'existant. Les polices de caractère ont également une psychologie. Examinons maintenant les 4 grandes familles. La première famille est la police sérif, qu'on appelle aussi un empattement dû à la ligne qu'on retrouve à la fin de chaque caractère. C'est la police de caractère qu'on retrouve dans les livres, c'est la plus ancienne police de caractère. Le style sérif évoque la tradition, le respect, l'élégance, la sophistication, le calme, le sérieux. Il est très souvent utilisé dans le milieu du luxe, comme dans les logos Dior, Ralph Lauren, Lanvin. Un exemple de police sérif, Times New Roman, Garamond, Georgia. On passe à la deuxième famille qui est la sans sérif. Alors là, c'est le contraire, ce sont des polices sans empattement. Ce sont des polices modernes,
utilisés pour le texte courant, les sous-titres, à l'inverse des sérifs qui sont plus utilisés pour les gros titres. Les sans-sérifs sont privilégiés pour le web, les ordinateurs, les startups, les applications. Elles prennent moins de place et sont plus lisibles. Elles donnent un sentiment de propreté, de clarté et de modernité. La troisième famille est la script. Elle est belle à voir mais difficile à lire, donc à proscrire pour les textes courants. Tu peux l'utiliser dans ta communication pour les phrases d'accent ou pour ton logo. Elle donne une impression de fait main et humanise ta marque avec un sentiment de proximité. Très utilisée dans le domaine de la food, la cosmétique, l'éco-responsable, le vintage, les marques pour enfants. Et enfin, la dernière famille, c'est la display. C'est une police fun, originale, mémorable. On l'utilise souvent dans la mode, la food, les logos, des titrages. Une fois que tu as compris ces différentes familles, tu vas pouvoir les mixer et mon conseil est d'utiliser le contraste. Associer deux familles de typos différentes. Par exemple, tu associes la typo sérif, donc à empattement, avec une typo en bâton, la sans sérif. Et c'est le contraste des deux qui fera que ça fonctionne et que ce sera équilibré. Souviens-toi, ne jamais utiliser la script en cœur de texte. Je vais te donner quelques sites où trouver des typos sympas. Il y a la DaFont, Google Font aussi, qui sont gratuits. Il y a Envato Elements, qui est ma préférée, mais elle est avec abonnement. Et puis il y a Creative Market, qui est très sympa aussi, mais elle est payante. Une dernière chose importante, vérifie toujours les licences avant l'usage de la police choisie. Certaines sont gratuites, mais uniquement pour un usage personnel. On arrive au cinquième pilier, le logo et ses déclinaisons. Alors c'est quoi un bon logo? Un bon logo doit être simple, unique, reconnaissable, adaptable et intemporel. Alors quand je dis simple, je veux dire par là, il ne faut pas trop le charger. Il faut qu'il reste lisible. Ensuite, j'ai dit unique et mémorisable. Évite les clichés baguette pour boulangerie, ciseaux pour coiffeur. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Regarde la marque Apple. Ils ne vendent pas des pommes, c'est pas un marchand de fruits. Pourtant, c'est une marque qui cartonne. Ton logo doit transmettre ton message. Regardons le logo d'Amazon par exemple. En fait, la flèche, elle a deux sens. Elle représente le sourire, c'est-à-dire la satisfaction client, mais aussi, elle part, si tu regardes bien le logo d'Amazon, elle part de la lettre A à la lettre Z. Et ça représente la largeur de la gamme, de A à Z. Et en cinquième point, j'ai dit que ton logo doit être adaptable. Et je veux dire par là que ton logo, il ne doit pas perdre en qualité une fois gigantesque ou minuscule. Et pour ça, il faut qu'il soit vectorisé. Chose que tu ne peux pas faire sur Canva, et c'est pour ça que les formations qu'on peut te proposer de création de logo sur Canva, elles ne donnent pas un logo vectorisé. En tout cas, pas pour l'instant. Il faut juste le savoir. C'est pas grave. C'est un logo fait sur Canva, pourquoi pas pour commencer. Mais il faut savoir que c'est pas sur la durée, parce que ce ne sont pas des logos vectorisés et que tu ne peux donc pas utiliser sur tous les formats et dans toutes les tailles. Alors, il existe différents types de logos. Il y a le logo mascotte, il y a l'emblème, le pictogramme, le logo abstrait, le logo typographique, le combiné, le monogramme, et chaque type a un intérêt spécial. J'ai créé un workbook qui s'appelle le guide de l'émergente et dans lequel tu trouveras plein de conseils sur la création de logos. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Je te conseille d'avoir des déclinaisons de logos, c'est-à-dire des variations de ton logo dans des formats différents pour que tu puisses l'adapter à tous tes supports de communication. Par exemple, sur ton site web, dans le header c'est la barre de menu tout en haut du site web, ton logo en format horizontal, il sera parfaitement adapté. Par contre, sur ton compte Instagram, il ne sera pas adapté en photo de profil. Il ne sera pas lisible. Donc, une version icône de ton logo sera mieux adaptée. Je vais reprendre notre exemple de Coca-Cola. Le logo Coca-Cola a été inventé par Frank M. Robinson, qui était le comptable des associés en 1856. C'est une police script. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la script évoque la proximité. Et c'est là qu'on remarque que tous ces éléments, la personnalité, les couleurs, la typographie du logo, tous se rejoignent autour du message de Coca-Cola qui est de partager un moment de bonheur en famille ou entre amis. Ils rejoignent tous les valeurs de l'archétype de cette marque qui est l'innocent. Le sixième pilier est l'iconographie et l'imagerie. Ce sont toutes les illustrations, icônes et photos qu'on va utiliser pour représenter notre marque. Il faudra respecter toujours le même style d'image. Le but est qu'il y ait toujours une cohérence dans ce qu'on montre. Et enfin, le dernier pilier que je rajoute, c'est la mise en page. Tu peux créer la plus belle identité visuelle du monde, si tu ne sais pas l'utiliser, eh bien ça ne sert à rien, elle ne sera pas efficace. Maintenant que tu as les éléments de ton identité prêts, tu vas vouloir créer des visuels et des publications attrayants pour tes posts Instagram. Il y a plusieurs règles à respecter. Je vais t'en citer 3 qui me paraissent un peu les essentielles.
La première règle pour une bonne lisibilité, c'est le contraste. Pense à utiliser un texte de couleur foncée sur un fond de couleur claire ou l'inverse. Parce que si tu utilises le foncé sur foncé ou clair sur clair, eh bien on verra rien. Ça paraît logique quand on y pense, mais je le vois très souvent encore circuler sur les feeds d'Instagram. Et si on n'arrive pas à lire ce que tu publies, eh bien tu ne pourras toucher personne. La deuxième règle, c'est la règle des marges. Une marge étroite donne une impression d'encombrement. Les mises en page aérées permettent la mise en valeur de titres, des textes, des images, tout en facilitant la lecture des contenus. Et enfin, la troisième règle, c'est l'espace blanc. En fait, on l'appelle espace blanc, mais il n'est pas de couleur blanche. Non, il peut être de n'importe quelle couleur. C'est juste le vide, l'espace vide qu'on va laisser entre les éléments de ta publication. Par exemple, entre les lignes d'un paragraphe. Penser à soigner ta mise en page va donner une impression d'organisation et de professionnalisme. Tu vas pouvoir montrer ton expertise, améliorer ton expérience client et gagner la confiance de ton audience. Et pour terminer cet épisode, je vais te faire un rappel de ce que tu peux avoir ou ne pas avoir si tu n'as pas d'identité visuelle cohérente. Donc, tu risques de ne pas te démarquer, de ne pas être impactante, de ne pas être crédible, de ne pas être mémorable et surtout de ne pas attirer le bon client. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager ou me laisser un message sympathique pour me soutenir, une note de 5 étoiles, ça me fera extrêmement plaisir. Je te mets les liens de tout ce que je t'ai cité, le workbook sur l'identité visuelle et l'épisode sur les couleurs dans les notes de cet épisode. Et je te dis à bientôt, prends bien soin de toi, bye bye.